Ok. Bonsoir à tous. S'il vous plaît. Du coup, on va reprendre les conférences. Cette conférence est une énième conférence sur Git. Je sais qu'il y en a eu plusieurs pour l'engin notamment, avec début de la piscine, donc introduction à Git. Il y a eu aussi du Git avancé. Là, c'est encore autre chose. On va essayer de descendre encore un peu plus bas dans les entrailles de Git, avec pour objectif de réimplémenter une petite version de Git. À la base, c'était un projet que j'avais fait quand j'étais en fin de sup de mémoire. Le but était notamment, évidemment, de comprendre un peu mieux comment mieux fonctionne Git, parce que vous le voyez normalement en engin, mais réimplémenter des outils, c'est super pratique pour vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Ça vous force à vous plonger dans la documentation, à utiliser l'outil et à essayer de vraiment aller dans les moindres recoins. Vous allez devoir lire plein de tutoriels, vous allez devoir lire du code. C'est une super manière de faire. Donc c'était un des principaux objectifs, mais il y avait aussi une partie parce que je voulais apprendre un nouveau langage qui est Rust. C'est pas du tout important, on parlera absolument pas de Rust pendant cette conférence, mais c'est aussi un deuxième conseil que je vous donne si vous voulez apprendre un nouveau langage. C'est très motivant d'avoir un projet concret à faire, et du coup, en plus vous pouvez monter en compétence dans un autre domaine, donc là apprendre à utiliser Git, qui est quand même un outil que vous normalement utilisez à peu près tous les jours en engin, et après vous l'utiliserez quand même quotidiennement aussi. Donc c'est comme Vim dans le sens où c'est un investissement. Si c'est un outil que vous utilisez régulièrement, ce serait bien de savoir bien l'utiliser parce que vous tombez trop facilement dans le coup de ok, je sais faire les bases avec du add, du commit, un petit peu de branche, mais au fond vraiment il y a plein de choses qui manquent, vous ratez plein de features ultra intéressantes de Git. Donc le fait de lire un peu la documentation ou d'aller plus loin, vous allez apprendre plein de choses super cool. Et du coup, juste quelques disclaimers. Évidemment, il va falloir savoir utiliser Git pour cette conférence. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous savez au moins faire les bases de Git. Et on va skip un peu des détails d'implémentation. Déjà parce que il faut que je fasse fit tout le code sur une seule slide. Donc ça va être du pseudocode. Le pseudocode qui se traduit assez bien en Python avec 2-3 modifications, on va pas se mentir. Mais il y aura plein de simplifications qui sont juste des détails, ou alors des simplifications dans l'algorithme du code en lui-même, parce que encore une fois, il faut que ce soit sur une seule page. Donc il y aura quelques commandes qui vont être vraiment écrites de façon assez naïve, mais évidemment je vous le dirai, comme ça on peut discuter comment est-ce qu'on peut le faire d'une meilleure manière. Comment ça va être découpé cette présentation? On va commencer par avoir un aspect un peu plus théorique de Git. Il va falloir un minimum de concepts pour après aller dans l'implémentation. Donc pour ça, on va avoir une première partie qui va se focaliser sur trois aspects principaux de Git, qui est un aspect un peu de la philosophie de Git. Qu'est-ce que c'est vraiment le cœur de Git? Et puis après, deux notions qui vont être la gestion des objets et l'index, qui vont être fondamentales pour comprendre comment est-ce qu'on implémente les commandes. Ensuite, donc, on va implémenter des commandes vraiment basiques, donc celles que vous utilisez tout le temps, add, commit, et ensuite on verra les branches. À la base, il y avait une quatrième partie dont je ne savais pas trop où la mettre, c'était sur les remotes, sauf que c'était un peu long, et il y avait vraiment beaucoup trop de notions, donc c'est pour votre connaissance personnelle, si vous voulez regarder après le code, il y aura une partie aussi sur les remotes, mais je préfère garder les branches qui sont beaucoup plus intéressantes à expliquer et à découvrir que les remotes où c'est beaucoup moins de nouveaux concepts. Ok. Un des grands manteaux de Git, ça va être qu'il fonctionne sur des snapshots, pas des différences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, imaginons qu'on doit résoudre ce problème de on veut avoir un gestionnaire de version. Si vous regardez une personne lambda utiliser un ordinateur, normalement vous verrez que assez rapidement il peut faire des backups en juste faisant des bons gros copier-coller des dossiers et en mettant version 2, version 3, etc. Ça évidemment c'est un énorme problème parce que ça prend beaucoup de place, c'est du stockage qui est assez débile et on va stocker plusieurs fois les mêmes objets. Donc l'idée ça pourrait être, on va se dire ah mais on n'a qu'à stocker uniquement les différences. Git va pas raisonner comme ça de base. Pour le Git, quand on fait un commit, c'est vraiment, on fait une snapshot de notre projet à un instant T. C'est-à-dire que si je reviens après sur ce commit, j'ai absolument tout qui est dans le commit, qui est précis dans le commit. C'est vraiment, je prends une photo de mon repos. Alors c'est assez particulier au début, parce que si j'ai un readme et que j'ajoute une ligne dedans, ce readme modifié pour Git, ça va être deux objets différents. Et c'est là où c'est perturbant au début, parce qu'on peut se dire, mais c'est totalement débile, ça perd plein de place. Alors il y a plusieurs astérix à ce point, c'est que déjà il y a souvent des compromis de temps et de mémoire qu'on fait en informatique, et là Git, avec ce modèle, fait un peu un compromis dans le sens où on dit, ok, on va prendre certes plus de place, mais après on fera des techniques intelligentes de compression,
mais d'un autre côté, on gagne beaucoup de temps. Parce que quand vous allez arriver sur une énorme codebase, imaginons que vous stockez uniquement des différences, vous allez devoir appliquer depuis le début toutes les différences pour essayer de revenir dans le temps. Et si vous faites quelque chose qui a des milliers et milliers de commits, vous allez avoir des milliers de différences à appliquer, ça va être le bordel. Du coup, Git, lui, il peut dire, ok, à un instant T, je sais exactement où j'étais, et j'ai exactement l'objet qui est associé. Alors donc après, évidemment, on va voir que les objets sont compressés, ça va prendre beaucoup moins d'espace qu'on ne le croit. Et aussi, quand on va faire notamment des opérations avec des push ou des pulls sur le réseau, là, Git va faire des opérations de compression encore plus fortes. Et justement, comme dans la vraie vie, tout n'est pas blanc ou noir, il va un peu utiliser cette idée de stocker les différences. Notamment avec ce qu'on appelle les backfiles, où il va reprendre des objets, il va dire ok, là il y a trop d'objets qui sont ultra similaires, je vais stocker uniquement un objet et puis les différences de ces objets. Et pour résoudre le problème d'avoir des chaînes de différences très longues qui vont nous faire perdre plein de temps, bah, Git va utiliser un truc assez basique de se dire ok, ma chaîne de différences, je vais la limiter à n différences. Imaginons que j'ai un fichier, donc je vais dire ok, au bout de 10 différences, j'arrête de référencer avec ce fichier, je recommence avec un nouveau référentiel, et à partir de là, je vais stocker mes références. Du coup, on va essayer de couper cette chaîne, de limiter pour pas avoir à repasser tout le temps sur les références différentes. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que voilà, si vous utilisez Git, vous allez voir que si vous faites un nouveau readme, vous ajoutez 2-3 lignes dedans, ça va être un nouvel objet. Et donc, on va un peu farfouiller dans tout ce qui est le point Git. Normalement, vous n'avez pas trop eu à le toucher, à part si vous faites vraiment n'importe quoi. Vous allez peut-être explorer ce qu'il y a dedans. Il y a plein de fichiers, il y a des dossiers, donc on va voir un peu tout ça. Et donc on va commencer justement avec tout ce qui est les objets. Donc pour Git, il y a une notion qui est importante, c'est les objets, il y en a 3. En fait, on peut assez facilement associer Git à un file system. L'analogie est assez basique, on va avoir dans la couche la plus basse les blobs qui vont représenter en fait les fichiers. Donc là je vous ai représenté un petit graphique et ici le contenu réel des fichiers. Donc là on a vraiment des fichiers, donc un blob c'est de la donnée la plus pure, c'est vraiment juste vos fichiers qui sont stockés de manière compressée en format binaire sur le disque dur. Donc ça c'est. Après on va avoir donc une hiérarchie avec les trees qui vont tout simplement représenter des dossiers en fait. Donc encore une fois, là c'est vraiment le contenu d'un objet de tree. C'est une liste soit de blobs, soit de trees. On va avoir forcément une récursion parce qu'il peut y avoir des sous-dossiers. Donc un objet tree ça contient exactement ça. C'est juste le type et le fichier référencé. Et enfin, on va avoir les fichiers de commit. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément sur les file systems, mais ce qu'il faut retenir d'un commit, c'est que c'est uniquement de la metadata. Ça va stocker, par exemple, le nom de l'auteur, la date, un message de commit, et évidemment le tree sur lequel il référence. Mais du coup, le contenu d'un commit, c'est uniquement ça. Et donc Git, il a ces 3 types d'objets, très légers. Alors j'ai une astérisque sur type d'objet, parce qu'en fait, il y en a 4, et un quatrième, c'est le tag, mais le tag est assez proche du commit, dans le sens où ça reste des metadata. Donc c'est pas forcément intéressant d'en parler là, mais du coup on va se focaliser sur ces 3 types d'objets. Et on va voir que Git va les manipuler de manière assez générale. Il ne va pas vraiment faire une différence quand on utilise un commit d'un blob ou d'un tree. Et donc pour ça, on va avoir un problème, c'est comment est-ce qu'on fait référence à un objet. Alors si vous faites un petit peu d'informatique depuis un moment, vous savez que en général, si on veut associer de manière unique un identifiant à un objet, il va avoir une fonction d'hachage là-dessous. Donc on va utiliser l'algorithme de SHA-1 pour donner une quantité arbitraire de données et avoir en sortie une taille fixe de 40 caractères hexadécimaux qui va nous donner donc un hash de cet objet. Donc chaque objet va être référencé uniquement par son hash. Normalement, quand vous faites un git commit ou un git log, vous voyez très vite qu'il y a des histoires de SHA-1 dans Git. Tout va être référencé par ça. Après, comment on va les stocker? Là encore, on va les stocker de manière absolument similaire pour chaque type. On va juste stocker un header en fait qui nous donne l'information de quel type on a, la taille de la donnée, et puis après, on a la donnée pure juste en dessous. Et ça, c'est super pratique parce que vraiment tous les objets vont être stockés de la même manière. Il y a juste une petite subtilité sur où est-ce qu'ils vont être stockés, parce que ils sont stockés donc, dans le dossier objects, mais le problème c'est que, comme je vous ai dit que ça fonctionnait par snapshot, on va rapidement avoir beaucoup d'objets. Si vous prenez je sais pas, le kernel Linux, il y a quasiment 900 000 commits aujourd'hui. Il y a énormément de fichiers, il y a un historique énorme et du coup il y a plein d'objets Git derrière. Et donc si on mettait tout dans un seul dossier objects, il y aura beaucoup de file systems qui vont juste casser parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir autant de fichiers dans un seul dossier. Donc Git va les répartir un tout petit peu en faisant une technique assez débile, c'est juste on va prendre les 2 premiers caractères du hash, on va dire que ça c'est un sous-dossier.
Et puis du coup, le reste, c'est le reste de mon chemin. Du coup, ça, on verra assez rapidement quand je vais vous montrer sur l'ordi des git init et on ajoutera des objets à la main. Et évidemment, bah, on va compresser les objets. Il n'y a vraiment pas de raison de les stocker de manière non compressée. Donc le standard qui est utilisé par Git, ça va être zlib. C'est ce qui est utilisé par gzip aussi. Et en fait, avec tout ça, déjà, on peut créer une première commande. Normalement, vous n'avez jamais dû la rencontrer, cette commande, parce que c'est une commande ultra basse niveau. C'est ce que Git appelle des commandes un peu de plombier, quoi. Il y a les commandes Persolène qui sont commandes utilisateurs. Quand vous faites des git add, des git commit, c'est des trucs assez sympas, des interfaces cool, des options assez logiques. Et puis il y a des commandes un peu plus bas niveau où là où vraiment on manipule tout ce qui est internals de Git. Alors, qu'est-ce que ça prend HObject? Ça fait vraiment exactement ce que ça dit. On va prendre la donnée, le type de l'objet qu'on veut stocker, et après potentiellement un flag si on veut du coup l'écrire dans le dossier objects ou pas. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, on a un header avec le type, la taille. Après on va prendre le hash de tout ça, donc ça nous donne le hash de l'objet. Et puis après, bah, si on l'écrit de manière compressée, et on fait cette astuce d'avoir les deux premiers caractères qui vont faire un sous-dossier, et le reste qui va être le reste du fichier. Alors on veut un flag parce qu'on n'est pas tout le temps, on va pas forcément tout le temps vouloir écrire dans le object de Git. Parfois on veut juste, ok, donne-moi le hash de tel objet pour le comparer à d'autres. Donc c'est pour ça qu'il y a un flag qui est nécessaire. Donc ça c'était la première partie vraiment importante sur Git. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui va être tout ce qui est index. Alors l'index c'est un peu faux parce qu'il y a un deuxième nom qui s'appelle staging area, mais c'est exactement la même chose. C'est un peu j'ai l'impression que ce qui est plus dur à comprendre au tout début pour ceux qui débutent, ça va être c'est quoi la différence entre add et commit? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de commit ce qu'on a déjà ajouté? La manière dont fonctionne Git, c'est qu'il y a une zone temporaire. On va faire des modifications, on va les ajouter, on va pouvoir les enlever peut-être parce que c'est pas vraiment ce qu'on voulait ajouter, ou alors c'était par erreur. Et quand on a fini de faire notre bordel et qu'on se dit ok là c'est bon, j'ai exactement ce que je voulais, on va faire un commit. Du coup toute cette partie-là va se jouer dans l'index. Et l'index va être stocké dans le .git / index, c'est juste uniquement un fichier. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais donc c'est ça qui est important. Quand on fait un git add en fait, vous touchez juste la partie, donc votre repos, le working directory, et ça va juste mettre à jour l'index. Et quand vous faites un git commit, le commit va uniquement lire ce qu'il y a dans l'index, et puis après il va stocker dans les objets dans le .git. Donc l'index ça ressemble à quoi? C'est un fichier binaire, et il va stocker une liste de blobs. Donc, pour rappel, on avait les blobs, les trees et les commits, et donc l'index ça va être chaque ligne, un blob particulier. Alors bon, il y a un header forcément, avec la version qui va être utilisée pour l'index, le nombre d'entrées, et donc pour chaque entrée on va avoir des métadatas sur le fichier, parce que Git stocke aussi par exemple les permissions du fichier. Si vous faites un chmod plus X sur un fichier, bah, vous allez devoir le dire, vous allez devoir faire un git add dessus, parce que ça va modifier les métadatas sur le fichier. On va voir la taille, le hash, et après des flags et le chemin. Et donc on aura n entrées, et à la toute fin un checksum pour vérifier l'intégrité de notre index. Bon alors évidemment tout ça c'est trié par le chemin pour après qu'on puisse faire des dichotomies et des trucs assez rapides quand on a des index énormes. Et là on a encore deux nouvelles fonctions de Git. Bon là je vais pas vous montrer le code parce que c'est vraiment juste de l'IO, c'est vraiment écrire et lire dans un fichier avec évidemment ce format un peu particulier. Donc on a read index et write index. Ok. Alors pour récapituler rapidement, on va avoir trois types d'objets, les blobs, les trees et les commits. Pour rappel, donc c'est vraiment un file system Git. Les blobs, ça va être les fichiers, donc le plus bas niveau de votre file system, c'est de la donnée brute, c'est du binaire. Après, on va avoir les trees, qui vont permettre de représenter l'architecture, parce que forcément, vous avez des dossiers, vous avez des sous-dossiers. Et donc les trees, ça va uniquement contenir une liste vers laquelle ils pointent. Donc il y aura des blobs, il y aura d'autres trees, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et puis après, il y a le commit. Le commit, c'est uniquement de la metadata. Ça va pointer sur un tree en particulier, et ça va mettre en plus un auteur, une date, un message de commit, etc. Tous ces objets vont être traités de la même façon, donc ils vont être référencés par un hash unique, et on va les stocker exactement pareil, avec HObject. Et enfin, on a cette histoire d'index où il y a la zone tampon en fait, qui est représentée par un fichier binaire, donc qui va être mise à jour quand on fera des git add. Donc git add, c'est uniquement la partie je fais depuis mon working directory jusqu'à ma zone tampon. Et puis git commit, il va uniquement lire le contenu de notre index et il va en créer des objets dans le point git. Ok, je vais juste faire une petite démo rapidement parce que forcément ça fait beaucoup de slides
d'un coup. On va se mettre dans TMP. J'ai déjà un fou. Ok. Alors, juste donc GitRS, bah, c'est le petit clone en Rust. Alors je vais mettre en grand et faire ça sera mieux. Voilà. Ok, donc GitRS, ça va être juste le petit clone que j'avais fait en Rust. Je l'utilise parce que le Git tout court va mettre beaucoup de choses en plus dont on n'a pas parlé, donc ça va plus beaucoup être un peu perturbant. On va commencer par un init. Et donc ce dont je vous parlais, c'était dans le Git. Bon, là, on va avoir plusieurs dossiers et fichiers. On reparlera de head. Là, ce qui nous intéressait surtout, ça va être le dossier objects. Et donc, on va pouvoir commencer par faire un slash objects. Alors, un hashObject, ça va prendre donc de la donnée, ce qu'on avait dit, et le type de données qu'on veut hasher. Alors là, ça va être un blob, par exemple, parce que c'est vraiment juste un fichier qui contiendrait, par exemple, test. Ça nous renvoie un hash. Alors là, si on refait un tree, comme j'ai pas mis le flag de write, il va pas l'écrire dans le object. Mais si je refais ça en mettant write, il me renvoie donc mon hash, qui est évidemment le même, parce qu'on n'a rien changé. Et par contre, là, je vais avoir un nouvel objet. Donc comme je vous ai dit, les deux premiers caractères du hash vont être un sous-dossier. Et puis après, on va avoir le reste qui va être ici. Et il y a une autre commande dont je ne vous ai pas forcément parlé, c'était le catfile. Ce que ça fait, c'est que ça prend un hash. Là encore, c'est une commande assez bas niveau, donc c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose que vous connaissez. Ça prend un hash, donc on va prendre au hasard celui qu'on vient de créer. Et ça prend les arguments du style, qu'est-ce que tu veux afficher là-dessus? Ça va afficher le type, donc avec "-p". Là, on voit que c'est un blob, jusque-là, c'est rien de normal, rien de nouveau. On peut afficher la taille. Rip l'affiche. C'est cette année ou l'an dernier? Oui. Et on peut surtout afficher en fait le contenu. Donc avec "-p", on voit qu'on a bien notre test qu'on avait écrit. Parce qu'en fait, si on essaie de l'afficher de manière assez débile avec juste un cat, bah voilà, on voit que c'est pas forcément lisible. Donc c'est pour ça qu'on passe par catfile. On va essayer aussi de faire des commits un peu. Donc alors pour ça, faut obligatoirement avoir une config minimale. Donc on va juste créer un nom et un email. Voilà. Du coup, on va écrire un petit ennemi. Très bien. Alors si on fait un status, on voit qu'il y a un new. Très bien. On va le add. Si je vais dans mon .git, hop, et on fait un petit catfile. On peut afficher déjà le type avec -p, -t. Et le print, voilà, le coucou il est là. Maintenant, si on fait un commit, donc là c'est normalement ce que vous voyez, donc c'est la branche, le début du hash du commit, etc. Et là, quand on va aller dans le .git, on va voir qu'il y a deux objets qui ont pop. Parce que je vous ai dit, il y avait une histoire où il nous fallait le dossier, donc le tree. Donc en fait, quand on a fait un commit, on a aussi implicitement fait un tree. Donc là, on va catfile tous ces fichiers, comme ça on va pouvoir lequel est lequel. Alors le 09, le type ça c'est le commit. Donc si on le print, c'est toutes nos metadata. C'est vraiment ce qui est stocké en fait quand je le print là. Donc on a le tree vers lequel il référence. Donc ça c'est ce qui a été créé par le git commit en fait, parce qu'à la base il n'y avait pas de tree. Mais forcément il va être obligé d'avoir au moins un dossier. Puis après on va voir les metadata, donc auteur, committeur, la date et le message de commit. Et du coup, on va pouvoir afficher notamment ce tree. Donc on vérifie si c'est bien un tree et on le print. Et vous voyez que, alors là c'est une vue un peu simplifiée, mais donc on a la liste des blobs ou des trees. Donc là il y a forcément uniquement un blob, ça va être le readme. Ok. Du coup voilà notre architecture. On a un peu joué avec le objects. Et là on voit d'ailleurs le point index, mais pareil si je le get juste, ça va être illisible parce que bah, c'est du binaire. Donc ça contient ce qui va être utilisé en fait pour le prochain commit. Ok. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou pas, ou je peux continuer? Parce que ça c'est vraiment la base sur laquelle on va construire après les prochaines commandes. Ça va? Tout le monde suit? Ok. Alors on va implémenter quelques commandes et pour ça on va suivre l'ordre chronologique que vous utilisez normalement quand vous allez créer un nouveau repo Git. Donc on va commencer par le fameux git init. Là rien de bien sorcier, il faut juste créer des dossiers et des fichiers.
Encore une fois, on en reparlera plus tard des fichiers en particulier comme le head. Mais donc, là, il y a plusieurs dossiers. Alors Git est assez flexible dans le sens où on peut en omettre quelques-uns. On n'est pas obligé de tous les mettre. Notamment, c'est pour ça que dans mon fork, enfin dans mon clone en Rust, le git init ne crée pas énormément de dossiers comparé au vrai Git, qui va mettre beaucoup plus de choses. Donc là, je ne vais pas forcément vous montrer le code parce que c'est uniquement de l'IO encore, rien d'intéressant. On va maintenant arriver sur git add. Là, ça devient beaucoup plus intéressant, mais encore une fois, c'est pas si compliqué. Donc pour rappel, on avait ce schéma. On est dans notre repo, git add, ça doit mettre à jour l'index. L'index parce que ça va être utilisé pour le prochain commit. Donc c'est notre zone tampon. Donc le but de add, c'est tous les fichiers que vous lui donnez en paramètres, il faut qu'il les rajoute dans l'index. C'est vraiment juste ça l'idée de add. Du coup, on peut faire ça de manière très naïve et assez débile. C'est, on lit notre index. Donc comme ça, on a toutes les entrées actuelles de notre index. On lit tous les fichiers qu'on donne en paramètres de add. Et on dit, OK, pour chaque fichier, je vais créer une nouvelle entrée. Donc dans le format que je vous avais montré tout à l'heure pour l'index, avec les métadatas, les flags, le hash, etc. Je l'ajoute à ma liste. À la fin, je retrie tout parce que l'index doit être trié bien comme il faut. Et puis ensuite, j'utilise writeIndex. Du coup, là, vous pouvez déjà faire des git add avec ça. Et c'est vraiment juste tout bête. Uniquement mettre à jour l'index. Il faut juste faire gaffe à bien créer les entrées et à les faire de manière triée. Maintenant, on va voir un peu git status. Git status, on est toujours dans cette histoire de, on va comparer notre working directory et notre staging area. Donc avec git add, on mettait à jour l'index. Avec git status, en fait, on va voir la différence entre les deux. Du coup, pour ça, on va avoir besoin de 1. Lire notre index, et 2. Lire les fichiers qu'il y a dans notre working directory. Et après, on va juste faire des comparaisons bêtes. Donc on va faire, pour chaque fichier qu'il y a dans notre working directory, est-ce que le chemin est de notre index? Alors s'il n'y est pas, on sait déjà que c'est un nouveau fichier, puisque là c'est rapide. Par contre, s'il y est, il peut être modifié en fait. Et comment on va savoir s'il est modifié ou pas? On va simplement refaire le hash object. On va vérifier que si le hash est le même. Si le hash est identique, on est absolument certain que le fichier n'a pas été modifié. Si le hash est différent, bah, on peut dire que ok, notre fichier a été touché, parce qu'on sait que le chemin est là, mais que le contenu du fichier est différent. Donc on peut dire qu'il a été modifié. Et puis après, pour dire ceux qui ont été enlevés du working directory, il faut le faire dans l'autre sens. Donc on regarde dans l'index tous les fichiers, et on compare si leurs chemins correspondent à au moins ceux qu'on a trouvés dans le working directory. Ça c'est un git status vraiment tout bête, juste pour savoir est-ce que ça a été modifié, ajouté ou supprimé. Mais encore une fois, on reste toujours dans cette partie, on compare notre working directory et notre zone tampon, l'index. Maintenant, on peut faire pareil avec gitdiff. Gitdiff, toujours working directory index, sauf que cette fois, on va afficher la différence entre les fichiers. Le git status, il disait, ok, ce fichier-là, il a été modifié, ou ce fichier-là, il est nouveau, mais il ne nous disait pas qu'est-ce qui avait été modifié dans le fichier. Le gitdiff, du coup, il va nous montrer concrètement la différence entre les fichiers. Et ça, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que on peut croire que faire un gitdiff, c'est vraiment juste tout bête, on compare les fichiers et on montre ce qui a été ajouté ou pas. Mais vraiment, c'est pas du tout un problème trivial. On va regarder rapidement. Imaginons donc qu'on a à gauche le fichier de base, qui est genre un fichier de code, et puis on a ajouté une fonction. Alors vous voyez tout de suite que la fonction qui est ajoutée, c'est celle au milieu. C'est super facile pour un humain de se rendre compte que c'est voilà, cette fonction-là qui est ajoutée. Mais du coup, si je vous demandais vraiment de coder un algorithme de différence pour me dire qu'est-ce qui a changé, et de faire un peu comme si, quand je fais gitdiff, qu'est-ce qui va m'afficher? Parce que si on code un truc vraiment naïf, qui dit ok, bah, je compare chaque ligne, si c'est la même, je fais rien. Si à gauche, on va dire qu'il manque la ligne, bah, du coup je vais dire que là il manque, et puis si elle est en trop, bah, on va dire un plus. Mais le problème c'est que ça va faire un truc absolument illisible, ça va faire genre quelque chose comme ça. Et si Git vous sort ça quand on fait un gitdiff, genre vous êtes en mode what the fuck, genre on comprend absolument rien. Et même si c'est techniquement un diff qui est tout à fait valide, honnêtement si on l'applique, c'est exactement ce qu'on a fait comme différence. Le problème c'est que les humains le comprennent pas aussi bien que par exemple ça. Ce qui est probablement ce que vous allez recevoir avec Git quand vous faites un git diff. Mais là encore, vous voyez que c'est pas parfait parce que il va comprendre que c'est la première accolade qui a été rajoutée par rapport à la deuxième, ce qui en soi n'a pas vraiment de sens quand nous on sait que bah, c'est juste une fonction qui a été rajoutée. Donc on pourrait encore avoir mieux, c'est ça. Et ça, ce serait vraiment parfait. Mais du coup, on se rend compte assez vite que les algorithmes de diff, ils ont chacun des manières de faire et des heuristiques différentes. Et il n'y a pas de manière optimale d'avoir un diff parce que c'est très subjectif en fait. Et donc c'est un peu dommage, mais il n'y a pas de solution pour le problème du diff.
Dans la vraie vie, ce qu'on va faire, c'est on va créer plusieurs algorithmes de diff. Et Git vous donne la possibilité d'utiliser les différents algorithmes si vous lui précisez le nom de l'algorithme en lui-même. Donc il faut savoir que ces algorithmes, ils ont un cœur assez identique, qui est donc le problème du LCS, donc la plus longue sous-séquence commune. Mais autour de ça, ils vont avoir différents heuristiques parce qu'ils vont avoir d'autres objectifs. Il y en a qui vont vouloir être super rapides et faire un diff le plus vite possible, parce que si vous êtes sur une grosse code base, vous n'avez pas envie d'attendre des dizaines de minutes pour avoir un diff. Et d'autres vont vraiment prendre plus de temps, mais essayer de vous donner un diff beaucoup plus intéressant d'un point de vue, pour un humain. Donc voilà, on va avoir plein d'algorithmes de diff. Donc ça, c'est juste pour si vous avez envie de creuser là-dedans, parce qu'au début, quand j'allais implémenter personnellement GitDiff, je me suis dit, ok, genre, je vais juste faire une différence des lignes, ça va être assez facile. Et vraiment, on se rend compte que c'est un problème qui n'est pas du tout évident à résoudre. Et il y a plein de personnes qui ont passé beaucoup de temps à faire ces algorithmes. Donc c'est super intéressant de voir leurs discussions, notamment sur les mailing lists ou autres, de comment est-ce que ces algorithmes ont été créés, et donc qu'est-ce qu'ils essaient de faire derrière. Et bon, alors là, on va dire qu'on a implémenté n'importe lequel, hein, c'est pas gênant. Et donc ce que va faire GitDiff, encore une fois, on va prendre notre index, prendre notre working directory, et pour chaque fichier, on va comparer du coup avec le LCL-diff. Ok. Maintenant, on va passer à git commit. Donc autant avant, on était vraiment dans cette partie-là, juste la moitié du schéma. Maintenant, on va passer dans l'autre moitié. Donc maintenant, on a un index qui est à jour. On a fait des git add, on a pu voir avec git status et git diff qu'est-ce qui avait été changé. Maintenant, le but, c'est de dire, ok, cette partie-là, c'est quelque chose que je veux enregistrer dans Git. Et on va falloir le commit dans Git, créer tous les objets correspondants. Mais encore une fois, c'est pas grand-chose à faire. Là, on va avoir besoin d'une fonction entre temps, c'est write3. Parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un nouvel objet qui avait été créé quand j'ai fait un commit. C'était un commit de tree parce que j'avais pas d'arbre qui avait été créé de base. Du coup, on va juste avoir une commande write3 qui va uniquement prendre l'index et va dire ok, à partir de ça, je vais vous créer tous les arbres correspondants qu'on pourra après utiliser dans le commit. Alors là, on va faire une version un peu naïve. C'est tout bête, on va juste créer, en fait, pour chacun, en fait, on va recréer tout simplement pour chaque entrée. On va dire ok, bah, je vais ajouter tout ça à un gros arbre, parce que je vous rappelle, un arbre, ça va contenir une liste de blobs ou de trees. Bon là, on va dire, on prend uniquement les blobs, parce que l'index contient uniquement des blobs. On va dire, on crée un seul gros arbre, on va hash object ça, on va dire ça c'est un tree, et puis on retourne notre hash. Alors évidemment, il faudrait faire ça un peu plus intelligemment en faisant des sous-arbres, parce que Git, il a beau dire, ok, si vous faites deux readme différents, c'est deux objets différents, mais si le readme n'a pas changé, il ne va pas refaire un autre objet. En plus, comme on utilise des hash, les mêmes objets vont être référencés par le même hash. Donc c'est toujours les mêmes objets. Donc l'idée, ce serait qu'il faudrait faire des sous-arbres, réutiliser les anciens sous-arbres, et puis après, évidemment, avoir un nouvel arbre pour avoir notre commit. Parce que forcément, ça va nous servir pour le git commit, parce que le commit, quand on avait vu les métadatas qu'il y avait dedans, il référençait toujours vers un arbre. Parce qu'encore une fois, le commit, c'est une snapshot de votre repos à un instant T. Donc à un instant T, vous dites, ok, j'étais sur cet arbre exactement, et puis l'arbre, du coup, va décrire exactement tous les fichiers et sous-dossiers que vous avez. Et toutes les versions, en fait, à l'instant T du commit. Du coup, maintenant, notre fonction de commit ressemble à ça. On prend donc notre index et on crée un arbre à partir, donc avec write3. Donc là, ça va vraiment lire l'index et créer un arbre. Et on dit, bah, la metadata, c'est ça. Le hash du tree, l'author, le committer et le message de commit. On fait un hash object de tout ça, on dit que c'est un type commit, et on l'écrit dans la base de données. Voilà. Alors, il y a un tout petit problème avec ça, c'est que vous savez que Git, là, c'est les snapshots individuels qu'on a, mais Git, c'est toujours une idée d'avoir des parents. Donc il faut juste que dans notre git commit, on ait au moins une référence vers notre parent. Alors là, on va faire le cas simple où on a un seul parent, parce qu'après on va voir qu'on peut avoir plusieurs parents dans les cas de merge. On prend juste le hash du commit actuel. Et c'est là où je vais reparler un peu de head. Le fichier head que vous avez vu, c'est un peu l'information de où est-ce que vous êtes actuellement. Ça va stocker donc le commit actuel. Donc, alors, tout à l'heure, on n'a pas vu cette ligne parent parce que c'était le premier commit, donc il n'y avait pas de commit parent. Mais là, on va faire plusieurs commits ensuite, et vous allez voir qu'on va avoir cette histoire de parent. Et donc, cette information va être stockée dans le dossier, dans le fichier head. Et donc, ce qu'on rajoute dans notre fonction commit, c'est on récupère le parent, on l'écrit dans la metadata, et puis on n'oublie pas de mettre à jour le head. Parce que forcément, on a fait un nouveau commit, du coup maintenant c'est le nouveau commit qui va être pointé par head. On a bougé notre tête. Ok.
on va récapituler un peu tout ça. Donc, git add. Basiquement, on met à jour l'index. Ensuite, on va avoir les status et diff qui vont en fait comparer notre working directory à notre index. Donc, le status, ça va être juste simplement nous dire est-ce que les fichiers ont été modifiés, ajoutés ou supprimés. Et le diff, bon, voilà, c'est donner un peu plus d'informations dans le contenu en lui-même des fichiers. Et enfin, on va avoir le git commit. Là, on a fait des modifications dans notre index, on est OK avec ce qu'il y a, et on dit à partir de là, tu prends l'index et tu fais un commit à partir de ça. Donc tu vas créer des nouveaux objets git avec un nouveau arbre et un nouveau commit. OK, on va voir un peu tout ça. Alors, on avait donc, pour rappel, on avait donc plusieurs objets. Ce qu'on va faire, déjà on peut montrer un peu ce que c'est que le head. Ça fait des références. On verra plus tard les références. Notamment, en fait, là, il est en train de dire que head, il donne pas directement sur un commit, il donne sur référence qui est master, parce qu'en fait, je suis sur master. Mais du coup, si j'affiche pour le ref head master, voilà, là, j'ai le commit actuel, qui est mon dernier commit. Et encore une fois, bah, ça, je peux le cat file. Tac. Et donc ça va être notre i. OK. Alors, on va faire une modification sur notre ennemi. OK. Alors là, du coup, si on regarde à nouveau, on a un nouvel objet qui a été créé, parce que j'ai modifié mon ennemi. Du coup, pour git, c'est un nouvel objet. On va faire un deuxième commit. Si on fait un log, du coup, ça nous affiche. Donc là, on a le premier commit. Comme vous voyez, il n'y a pas de parent. Et là, on a le parent, du coup, qui référence notre premier commit. Hop. Et là, on a plein d'objets qui ont été créés. Alors là, vous voyez que ça crée plein de sous-dossiers. Mais forcément, au bout d'un moment, bah, il y aura plusieurs fichiers dans ces sous-dossiers. Si vous prenez, encore une fois, si vous prenez le kernel Linux, vous allez voir qu'il y a des bons gros sous-dossiers avec beaucoup de fichiers. Parce que forcément, quand vous avez plein d'objets, au bout d'un moment, ça va être assez uniforme. Ça va être plutôt bien distribué. Alors. Tac. On va faire des git status aussi, un peu des git diff. On va refaire une modification. On va supprimer cette ligne, par exemple. Bon, là, il me dit, ok, tu as modifié le readme, parce qu'il a juste comparé en fait le readme qui est littéralement là dans mon working directory avec ce qu'il a stocké lui. Et du coup, il est en train de voir, ah bah, c'est le même chemin, mais c'est pas le même hash. Du coup, il y a un problème. Et il est en train de me dire, bah, du coup, il a été modifié. Et je peux faire un diff, et là, il me dit bien que j'ai enlevé une ligne, parce qu'il reprend la même stratégie, il compare le working directory et l'index. Et là, il peut me dire, bah, cette ligne-là, elle a été enlevée par rapport à ce que j'avais dans l'objet avant. Alors ce qui est bien, c'est que pour le coup, ça marche aussi avec le Git normal. Ce que je vous ai dit, que Git, il est OK pour que vous ne donniez pas tous les sous-fichiers, enfin tous les sous-dossiers et sous-fichiers qu'il y a dans le point Git. Et du coup, tout marche encore avec Git normal. Je peux même par exemple faire un checkout. Hop, voilà. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur Git add, status, commit? Ok. Du coup, maintenant, on va passer aux branches. Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire une branche? Une branche, c'est uniquement en fait un pointeur, un nom qu'on va donner à un commit. Et en fait, ce pointeur, on va pouvoir le bouger un peu comme on veut. Le problème, c'est que évidemment, se balader avec des commits, c'est pas dingue, donc c'est pour ça qu'on leur donne des noms, donc, par exemple master. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, on va avoir un fichier quelque part qui va s'appeler master, et lui, dans le contenu du fichier, on va avoir le vrai commit. Comme ça, nous, on peut référencer la branche avec son nom, et après, le guide va pouvoir comprendre qu'en fait, on veut parler du commit en lui-même, et donc il va aller chercher la référence, et dire, ah ok, ça c'est tel commit en particulier. Donc tout ça, ça va être stocké dans les références heads. Alors pourquoi heads? C'est parce qu'en fait, il y a un autre sous-dossier qui s'appelle remote, et qui est justement pour les branches de remote. Mais donc ça, on ne va pas en parler à cette conférence. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire git branch. Git branch, c'est vraiment super simple. On veut créer une nouvelle branche. Du coup, ce qu'il faut faire, alors déjà, il faut vérifier qu'on a un commit, parce que si on n'a pas de commit, on ne peut pas faire une branche. Il faut au moins un commit initial. Et du coup, après, on a juste à prendre la head, donc le commit actuel sur lequel on est,
et on dit ok, bah moi je crée une branche sur ce commit, une nouvelle branche. Donc c'est-à-dire que j'écris dans refs heads le nom de ma branche par exemple master, et dedans je vais écrire le commit que j'ai récupéré par head. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire pour Git branch. Donc c'est-à-dire que créer une branche dans Git, c'est vraiment juste écrire un hash dans un fichier. Et c'est là où c'est super puissant parce que avec d'anciens logiciels pour tout ce qui était gestionnaire de version, parfois faire des branches, ça voulait vraiment dire faire une bonne grosse copie de votre dossier ou une bonne partie de votre dossier. Donc c'était une opération super lourde. Et l'un des gros avantages de Git, mais il n'y a pas que Git qui fait ça évidemment, c'est que les branches c'est quelque chose de tellement léger et quelle que soit la taille de votre repo Git, c'est vraiment juste écrire un hash dans un fichier. Donc ça c'est super intéressant. Maintenant on va voir comment on peut se déplacer sur les branches. Donc pour ça il faut faire un tout petit peu de théorie sur le checkout. Parce qu'on va voir, on va distinguer en fait deux cas. Le cas facile où on est sur une branche, donc on dit que là on est sur master. Donc notre head, comme on a vu tout à l'heure, le contenu de head, c'était littéralement référence vers master. En fait, il va pointer vers une branche. Et puis après, c'est la branche en elle-même qui va pointer sur le commit. Donc ça, c'est le cas assez facile. Et donc voilà, si on fait un cat de head, on voit qu'il nous dit, ok, c'est une référence qui est stockée à tel endroit. Alors parfois, on n'est pas tout le temps sur une branche. Parfois, on peut être sur un commit en particulier, qui n'est pas nécessairement référencé par une branche. Dans ce cas-là, on dit qu'on est en detach head. Alors ça, vous l'avez peut-être vu si vous faites un peu n'importe quoi avec votre Git. Le coup de ah, vous êtes en tête détachée, et là vous êtes juste en train de paniquer parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est uniquement que votre head, c'est sur un commit. Ce commit n'est pas dans une branche particulière, c'est juste, voilà, vous êtes sur le commit 1. Et bah, c'est tout bête, mais bah, maintenant, comme on ne peut pas le référencer par un nom de branche, bah, on écrit simplement le hash dans la head. Voilà, alors ça c'est vraiment juste la théorie rapide. Donc maintenant pour le checkout, qu'est-ce qu'on fait? Le but du checkout c'est de changer de branche et du coup il faut déjà qu'on vérifie que la référence qui est donnée, donc soit un nom de branche, soit un commit en lui-même si on va être en detach head, c'est bien un commit, parce que si c'est pas un objet de commit on va avoir des problèmes. Et puis ensuite il va falloir mettre à jour notre working directory, parce que forcément il y a des fichiers qui vont être modifiés et des fichiers qui vont être ajoutés ou d'autres supprimés. Donc Git il va regarder la différence entre les deux arbres que vous avez en premier lieu on va avoir l'arbre qui est référencé par le commit. Et puis en deuxième lieu, il va avoir l'arbre qui est référencé par head. Donc il va faire la différence en fait entre votre working directory actuel et le working directory que vous auriez si vous étiez sur l'autre commit. Parce que l'autre commit, je vous rappelle, il a la metadata de quel arbre vers lequel il pointe, et du coup cet arbre, il décrit exactement l'état à lequel vous étiez. Donc ce qu'on peut faire après, c'est juste pour chaque fichier qui est différent, on ajoute, modifie ou on enlève le fichier pour qu'on ait notre working directory qui soit exactement à jour avec ce qu'on avait sur notre branche. Alors après, il faut évidemment mettre à jour index et head. Bah, head, il faut dire qu'on pointe maintenant sur la nouvelle référence. Donc encore une fois, ça va être soit un nom de référence si on est sur une branche, ou alors un nom de commit, le hash du commit en direct si on est sur un detach head. Et puis bah, mettre à jour l'index pour être sûr qu'on n'ait pas de conflit avec les deux branches. Ok. Maintenant les merges. Là encore une fois, on va faire un petit peu de théorie. Il y a deux cas de merge. Il y a le cas vraiment facile, ce qu'on appelle fast forward. Donc imaginons on est sur master, voilà, on a plusieurs commits. On dit ok, je vais faire une branche. Je vais créer une nouvelle branche. Et dedans, je vais devoir fixer une issue. Bon bah du coup voilà, j'ai fait mon commit, je suis sur ma branche. Donc, ma branche fix issue est plus loin que master, forcément, parce qu'on a fait un nouveau commit. Et donc si on veut merge fix issue dans master, ce qu'on va faire c'est qu'on se remet sur master, donc on check out sur master, et on dit bah, merge fix issue. Et si vous faites ça, Git il va vous dire fast forward. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que Git il a compris que bah, vous avez un historique très simple et qu'il peut juste avancer master, parce qu'il n'y a pas de conflit si on avance master. Donc il va juste simplement déplacer la référence master sur le commit le plus récent qui est le commit 4. Mais évidemment, c'est pas toujours aussi simple, parfois. Donc là vous êtes en train de fixer votre issue et puis sur master il y a un mec qui push quelque chose et du coup bah, master ressemble à ça. Donc le problème c'est que maintenant si je veux check out sur master et que je veux merge fix issue, bah, c'est plus aussi trivial. Donc la manière dont on fait Git, c'est simplement de dire ok, quand je vais revenir donc, sur master je vais faire un merge, comme j'ai pas d'ancêtre commun qui est le même genre de head, je vais créer un nouveau commit qui est un commit de merge et qui va en fait prendre les deux commits et va fusionner pour faire un seul gros commit de merge. Et donc ce commit là va avoir deux parents. Il va référencer commit 4 et commit 5.
Et ça, vous le voyez en fait dans le commit. Quand vous regardez les metadata, vous aurez juste 2 lignes de parents. C'est tout simple. Donc notre fonction de merge elle ressemble à ça. Il y a les deux cas qui sont assez distingués. Parce qu'en fait, on peut simplement savoir si on est dans un fast forward dans le cas où l'ancêtre c'est head. Dans le sens où si on revient ici, ce cas-là, l'ancêtre commun des deux branches, c'est le commit 3. Sauf que head, c'est pas du tout le commit 3, c'est le commit 5. Donc là, on sait que l'ancêtre commun, c'est pas head, donc on va être dans le cas qui est pas fast forward. Mais du coup, dans le cas de fast forward, je vous ai dit, c'est super simple. On a juste à bouger la référence, à mettre à jour head, et du coup, après, mettre à jour le working directory. Et donc, dans le cas où on n'est pas en fast forward, bah, forcément, il faut faire une différence entre les deux, entre les deux ancêtres, et faire un commit de merge. Donc, parfois, il y aura des conflits, malheureusement, mais dans le cas où ça se passe bien, on peut juste faire directement un commit, où on dit, bah voilà, on a merge telle branche dans telle branche. Et encore une fois, il faut mettre bien à jour head et working directory. Ça, normalement, je vois beaucoup de problèmes de ce style, de personnes qui comprennent absolument pas. Parfois, quand vous faites un git pull, vous voyez des merges de master of master. Je ne sais pas si ça vous parle selon ce coup d'avoir des merges master of master. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Bon, alors, la plupart du temps, les gens n'ont rien à foutre et juste passent à autre chose dans leur vie. Mais pourquoi est-ce que ça nous fait ça Parce que, et ça ne le fait pas tout le temps en fait. En fait, le git pull que vous faites quand vous récupérez, imaginons là vous êtes en train de bosser sur 42sh et vous êtes sur master et vous faites un git pull. Donc là vous avez un merge master of master. En fait, quand vous faites un git pull, derrière git pull, c'est deux commandes. Il y a d'une part le fetch, donc le fetch qui va littéralement récupérer la donnée dans votre remote, donc il va récupérer les objets. Et puis après le fetch, en fait, il faut le merge. Et du coup, c'est à cause de ce merge que vous allez avoir un merge commit. Parce que imaginons que vous êtes sur master et que vous avez avancé par rapport à la branche qui était sur un remote, et bah forcément quand il va faire le merge, on va être dans ce cas-là, et du coup il va être obligé de faire un commit de merge. Une solution, si vous voulez pas avoir ce commit un peu étrange, c'est d'utiliser --rebase, parce que le but du rebase c'est d'avoir un historique linéaire, et donc il va copier les commits de votre branche pour avoir un historique linéaire, et là il pourra juste faire un fast forward. Bon, ça c'était un peu une parenthèse pour ceux qui avaient des merge master à peu près partout dans leur git log. Ouais, non, de toute façon, je vais faire juste un récap rapide. Ok, bon, du coup, le but de ça c'était de montrer que les branches c'est vraiment super léger dans la conception, c'est-à-dire que c'est uniquement un nom qui est donné, qui va pointer vers un commit. Et qu'après, en fait, on va déplacer notre head pour soit checkout sur notre branche, soit checkout sur un commit en particulier. Et après, on a vu donc deux cas de merge, ce qui est le fast forward qui est facile, on avance juste notre head, et le cas du merge où on est obligé de faire un commit en plus. Alors on va passer là-dessus. Bon, en conclusion, c'était juste pour vous montrer que le cœur de Git est pas si compliqué que ça. Il y a quelques notions à avoir, mais sinon, c'est vraiment assez abordable et vous pouvez avoir une implémentation en quelques centaines de lignes de code de, je sais pas, Python rapidement. Vous avez vu que tout ce qui était add, commit, c'est vraiment, ça tenait sur une slide. Les branches aussi, c'est quelque chose que je voulais absolument présenter parce que contrairement au remote, on n'a pas ce sentiment que les branches est aussi facile et léger que juste, là voilà, je suis un guide branche, j'ai juste écrit un hash dans un fichier et pouf, j'ai une nouvelle branche. Donc c'était un peu l'idée de cette présentation. Alors rapidement quelques références aussi. Je sais que la documentation de Git forcément est un peu verbeuse, c'est pas la plus abordable, notamment si vous voulez apprendre un peu plus là-dessus. En revanche, il y a un bouquin qui est sur le site de Git qui a été écrit, qui est en libre accès, donc ça c'est très cool, qui est vraiment de manière rédigée d'aborder Git, et avec plein d'exemples, et il est extrêmement complet. Et si vous voulez vraiment lire un seul chapitre, il y a littéralement un chapitre qui est écrit où là il faut au moins juste lire celui-là. Il y a un essentiel de comment fonctionne Git, et si vous voulez en apprendre plus sur vraiment les fonctionnements internes, il est absolument génial. Notamment si vous êtes en ingénieur, vraiment je vous recommande de le lire, au moins de passer une partie des premiers chapitres, parce que c'est un outil que vous allez énormément utiliser. Ce serait bien de savoir un peu plus que git add, commit et branch. Il y a plein de features ultra intéressantes dont on pourrait parler. Et du coup, il y a aussi une série d'articles de quelqu'un qui avait parlé en détail des fonctionnements internes de Git. Et si vous voulez retrouver l'implémentation en Rust que j'avais faite, elle est sur mon GitHub. Et donc, vu que j'ai beaucoup de temps, est-ce que vous avez des questions rapidement? Ouais. Ouais. Alors la question c'était sur quand on fait un commit,
Je lui disais que c'était quand on avait par exemple, si je vais dans mon point Git, dans les objects, j'avais ça, j'avais des dossiers avec des trucs. En fait, c'est pas du tout propre au commit, c'est propre à tous les objets. Donc chaque objet va être référencé de cette manière. Parce que le problème, c'est que si j'ai des milliers et des milliers de milliers de fichiers dans un seul dossier, il y a plein de file systems qui supportent pas ça. Bon, des file systems un peu vieux, certes, mais Git se veut un minimum compatible avec le maximum d'environnement. Et du coup, on a décidé que ce serait bien en fait, de split un peu ça. Donc on va créer des sous-dossiers, comme ça on répartit un peu mieux les fichiers. Donc il y a des fichiers un peu partout, mais au moins il n'y en a pas tous dans un seul gros fichier, dans un seul gros dossier. Alors après, pourquoi deux? Parce que 1, ça split pas assez, que 3, c'est vraiment overkill, du coup 2. C'est à peu près tout la vraie raison. Voilà. Ouais. Alors la question c'était est-ce que mon appel est compatible avec Git et notamment pour l'index à quel point c'était chiant de avoir un truc compatible, rétro-compatible avec Git et du coup c'est un peu la fourbe. Alors j'ai essayé de rester le plus compatible avec Git donc normalement toutes mes commandes sont compatibles avec Git mais clairement il y a des fois où je fais des trucs ultra fourbes. Alors pour l'index il y a quelque chose qui est dont j'avais rapidement parlé c'était je vais revenir rapidement. Oh j'ai dû le passer là. Non. Voilà, c'est que dans le header, tu as un truc de version, et du coup, tu peux en fait utiliser une version un peu plus ancienne qui nécessite moins de trucs relous. Et du coup, comme ça, tu peux juste donner après les métadatas, les fichiers, enfin des entrées beaucoup plus clean que ce qu'il y a parfois actuellement. Mais en vrai, vraiment, Git est assez facilement rétrocompatible. Donc tu peux faire un truc assez basique, et il va juste accepter. Et ça, c'est vraiment cool. Mais c'était pareil aussi pour tout ce qui était compression de données, parce que je vous ai dit que tous les objets sont compressés. Et alors pour une raison qui n'est pas forcément bonne, mais j'avais voulu réimplémenter tout sans utiliser aucune lib externe. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà lu la RFC des algos de compression de Zlib, c'est vraiment imbitable. Et du coup, j'ai vraiment passé une semaine juste sur la compression de données, et j'ai fini par avoir un truc qui décompresse les objets bien, mais pour les compresser, j'utilise une fourberie de la RFC qui dit qu'en en fait, il y a plusieurs sous-blocs d'objets compressés. On peut avoir des objets qui vont être compressés avec des Huffman ou des Huffman dynamiques, ou des objets non compressés. Du coup, ma compression, c'est créer un gros objet non compressé, et chute, genre ça marche. Du coup, techniquement, c'est rétrocompatible avec Git, et moi je peux décompresser ces objets de Git parce que j'ai la décompression, mais pas la compression. Du coup, dans le code, tu vois juste un gros smiley en mode chut. C'est parce que j'avais vraiment la flemme de passer encore des semaines sur la compression. Mais oui, c'est vraiment assez facile d'avoir un truc qui est compatible avec Git. C'est ça qui est cool. Après, il y a quelques voilà, fourberies à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, merci.